Merci infiniment, Mamaram. Monsieur le professeur Bachir, représentant Monsieur le recteur, Monsieur le secrétaire général de l'université, Mesdames, Messieurs les enseignants, Monsieur le ministre Youssou Ndour, chers amis, je voudrais me réjouir d'abord de cette initiative extrêmement importante de relance du cycle de grandes conférences de l'UCAD. Une université, c'est de la recherche, c'est de l'enseignement, c'est des publications, mais c'est surtout de la diffusion, de la communication de savoir. Dans cette salle, je me souviens encore de la conférence mémorable du professeur Cheikh Anta Diop de retour du colloque du Caire en 1974, où il a réglé scientifiquement, définitivement la question de l'Égypte ancienne, civilisation noire et nègre. Je me souviens de cette grande conférence, qui était même un panel. Le professeur Sakho, le professeur Seydou Madanissi, le professeur Ibrahim Fall, le professeur Traoré, au tout début des années 80, quand il était question à la fois du départ et de l'avènement d'Abdou Diouf, mais aussi et surtout des grandes questions qui interpellaient l'Afrique à l'époque, notamment l'indépendance de l'Angola et des colonies portugaises. C'est dans cette salle que jusqu'à 4 heures du matin, on a débattu de ces questions. C'est cela l'université. L'université, c'est l'ouverture à la population. Et je suis donc heureux que sous l'égide de la direction de la recherche et de l'ensemble du cabinet du recteur dont je suis, qu'on ait lancé ce cycle de conférences à l'Université de Dakar. Je m'en vais vous parler, au-delà du thème général, de l'avènement des confréries soufis au Sénégal, l'approche historique à travers l'exemple de la Tidjaniya par l'action de Cheikh Sidi Hadj Malick, radiyallahu ta'ala anhu, 1853-1922. En décidant de visiter par la réflexion et la communication scientifique la personnalité et l'œuvre d'un homme d'envergure comme Cheikh Sidi Hadj Malick, dans un contexte marqué par la prégnance des doutes et singulièrement des doutes de déconstruction et les questionnements eschatologiques, le cycle des grandes conférences de l'UCAD renoue à l'occasion de ce panel sur les confréries avec les traditions de notre université, consistant à la construction de savoirs structurés, leur organisation répondant aux exigences des méthodes scientifiques les plus élaborées et surtout leur diffusion adaptée en direction des hommes de science et des apprenants en quête de leur accomplissement intégral. En effet, dans sa volonté personnelle et son engagement de fidélité à assumer l'héritage de transformation sociétale que lui a légué Cheikh Omar Foutiyou Tall, radiyallahu ta'ala anhu, au nom de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu, El Hadj Malick Sy, connu par ses contemporains sous le nom de Maodo, s'est appuyé essentiellement sur le savoir, un savoir certifié par une érudition certaine, le tout servi par une pratique islamique reposant entièrement sur les textes sacrés et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En convoquant l'érudition et la méthode pédagogique et scientifique du fondateur de la Zawiya de Tivaouane pour asseoir les perspectives du présent et du futur
de nos concitoyens et co-religionnaires, les organisateurs de ce panel restituent au directeur du laboratoire de Ndiarndé l'exactitude de son essence. En effet, en s'isolant à Ndiarndé, dans le Kadior profond, entre 1895 et 1902, entouré durant cette courte période de 7 ans par un millier de séminaristes, Maodo Malick a érigé un bouclier irremplaçable contre le projet que Georges Hardy avait appelé la conquête morale par l'assimilation telle que portée par la volonté coloniale. Par son chapelet, son verbe et sa plume, il remporta, selon le mot d'un de mes maîtres, le professeur Iba Der Thiam, une victoire culturelle sur le colonialisme. Je le cite. Dans un contexte en effet marqué par les contraintes et les déficits en tout genre, par les menaces et les risques sans autre limite que la soumission au nouvel ordre, il porta l'érudition au fronton de son école de connaissances et de pratiques sociales, laquelle deviendra ainsi une démarche pédagogique plus qu'une institution. Selon le Larousse, en effet, l'érudition est considérée comme un savoir, je cite, approfondi dans un ordre de connaissances, et en particulier dans toutes celles qui sont fondées sur l'étude des textes et des documents. Fin de citation. Quant à l'encyclopédie, dans sa version Paris-Briation, elle situe l'origine dans le latin érudire, qui veut dire enregistrer, et qui signifie proprement et à la lettre savoir, connaissance, mais on l'a plus particulièrement appliqué au genre de savoir qui consiste dans la connaissance des faits et qui est le fruit d'une grande et lourde pratique de la lecture. Elle renvoie donc à la collecte des données, à leur organisation, à leur traitement, à leur structuration et enfin à leur communication ciblée pour atteindre des objectifs spécifiques. L'érudit est en effet un homme éclairé par la science et l'érudition, une posture respectant les codes heuristiques par le sacerdoce et le sacrifice. Pour Paul Jules Amédée Barbé d'Aurevilly, dans son ouvrage paru chez son sauveur le Vicomte en 1889, l'érudit consiste, je le cite, à être au-dessus de ce qu'on sait, chose rare. Et il continue, l'érudition par-dessus, c'est le fardeau. Par-dessous, c'est le piédestal. Par-dessus, c'est le fardeau à porter. Par-dessous, c'est le piédestal. Dans l'introduction de son ouvrage sur érudition et culture savante aux presses universitaires de Rennes, François Brisé rapporte, je cite, « Les érudits se dotèrent de moyens de faire des recherches, de les présenter et de les faire connaître. La note en bas de page, la citation, est ainsi devenue un élément caractéristique des ouvrages savants. Elle apporte la preuve que l'auteur a accompli 2 tâches essentielles. Le premier, l'examen de toutes les sources relatives à la question qu'il étudie, et la deuxième, la construction d'un discours et d'un récit. Elle identifie l'érudition, donc les sources, et apparaît comme la preuve du professionnalisme du savant qui y a recours. Fin de citation. Dans une communication au symposium du Maouloud de Tivaouane de 2010, feu mon maître, le professeur Iba Der Thiam, s'extasiait devant le nombre de citations relevées dans les différentes publications de Seydi Hadji Malick Sy en général et particulièrement dans le Khilazouza. 600 citations dans un texte pour dire que tout ce qu'il a affirmé, il l'a documenté, il l'a instruit à l'aune de la comparaison scientifique.
Cela témoigne à la fois de sa rigueur scientifique d'une part et d'autre part de son honnêteté intellectuelle. Et dans la préface du magistral travail du professeur Hajrawan Bay, intitulé Le grand savant El Hadj Malick Sy, Pensée et action, vie et œuvre, le même Iba Der Thiam dépeint Maodo, je le cite, comme un homme de culture, à la science vaste et variée, intellectuel de haut lignage. Il excellait dans tous les domaines de la science islamique, avec un panache, une hauteur et une profondeur que nombre de ses concitoyens lui enviaient. Sa bibliothèque n'avait pas d'égal, selon le témoignage des autorités coloniales de son époque. Évoquant enfin son éclectisme intellectuel, il le dépeint sous les traits d'un sociologue raffiné, d'un philosophe, d'un penseur, d'un moraliste qui a édifié un vaste empire spirituel dans lequel la vie a un sens et le monde une finalité. C'est l'œuvre scientifique de cet homme exceptionnel que notre panel se propose d'explorer à travers cette communication, en distinguant derrière sa prodigieuse production scientifique la démarche symbolique de méthode qui, selon la revue Organisation et Communication, je cite, couvre deux champs distincts. Il a une portée descriptive dans la présentation des étapes d'une démarche, une recherche, et une portée normative par son renvoi à un ensemble de règles scientifiques. La méthodologie, en tant que réflexion sur ces deux modes, peut analyser les pratiques suivies dans une recherche ou prescrire des règles à appliquer. Fin de citation. C'est autour de cette problématique que nous allons essayer de camper quelques repères historiques sur la vie de El Hadj Malick Sy, qui, entre 1895 et la fin de la Première Guerre mondiale, a contribué de manière décisive à la reconfiguration socio-dynamique de la société sénégalaise pour la préparer déjà à intégrer les incertitudes de la mondialisation, de la société de technologie, de l'information et de la communication, facteurs autant de développement que de désarticulation culturelle. Quel est le contexte global du XIXe siècle? À partir de 1950, le projet colonial se précise de manière définitive dans ses grandes lignes au Sénégal. La France décide à cette date que finit l'exploration, finit le contact avec les populations sur les côtes atlantiques, il faut intégrer l'intérieur du pays et prendre pied et dominer le pays. Mon maître, le professeur Mbaye Guèye, nous enseignait que la colonisation signifie à la fois la domination politique sans partage de l'étranger. C'est donc la fin des pouvoirs tchèddo. Entre 1880 et 1890, les armées françaises de colonisation détruisent l'ensemble des royaumes sénégalais. Quelques années avant, ils avaient commencé au nord avec le Waalo. Mon maître Mbaye Guèye ajoutait, la colonisation, c'est une exploitation économique au bénéfice du colonat et de la métropole. Et enfin, la colonisation signifiait, disait-il, la transformation socio-culturelle par l'acculturation. Et dans cette acculturation, l'école jouait un rôle essentiel. Faidherbe dira, autour des années 1880, je le cite, l'école est un merveilleux moyen de colonisation. L'école est un merveilleux moyen de colonisation. Cette transformation sous le régime colonial seront systématisées en 1854 par la nomination de Faidherbe comme gouverneur du Sénégal. Sur les instigations des communautés colonialistes de Bordeaux, de Nantes, de Marseille, le choix se fait autour d'un homme qui a déjà fait ses preuves en Algérie. On l'envoie au Sénégal avec comme mission essentielle détruire tous les pouvoirs, mettre la main sur le territoire, identifier les ressources
et les exploiter au bénéfice de la colonisation. C'est 1854. Or, comme par hasard, quand Faidherbe arrive en 1854, les historiens situent la naissance de deux personnages qui auront joué un rôle déterminant dans l'histoire du Sénégal jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit de Cheikh Seydi Hadji Malick et de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. L'un et l'autre seraient nés entre 1853, 1854, 1855. Les historiens discutent sur la date. Ce qui est de plus en plus évident, selon les recherches les plus avancées, c'est que si Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu est bien né entre ces trois dates, Seydi Hadji Malick, lui, est né bien avant. Il était aîné de Cheikh Ahmadou Bamba de plusieurs années. Nous travaillons sur ces questions avec beaucoup d'autres collègues pour pouvoir arriver à sourcer et documenter cela. Mais comme par hasard, ces deux personnes naissent au moment où arrive Faidherbe avec son projet colonial. 1854-1890, Faidherbe, Jory Guibéry, Pinel-Laprade et tous les gouverneurs qui se sont succédés ont eu comme seul objet ce qu'ils appelaient la pacification, c'est-à-dire attaquer les royaumes qui résistaient, détruire les royaumes et implanter l'autorité coloniale, forçant certains à la mort, comme Lat Dior à Dekele, comme Samba Yaya, comme Samba Laobé à Tivaouane, et surtout ou à l'exil, comme Al-Bouri, qui partira de Yang Yang le 24 mai 1890. Cette phase donc de conquête et résistance procède de la réorganisation de la colonie et surtout de la mise en place des institutions coloniales. Surtout que derrière la colonisation du Sénégal, le projet le plus important, c'était que le Sénégal, en tant que colonie, devait servir de laboratoire au système colonial français dans le monde. C'est au Sénégal qu'on testait les prémices coloniales. Si cela réussit, on l'étend ailleurs. Si ça ne marche pas, on essaie d'inventer autre chose. Et c'est donc le Sénégal était un véritable laboratoire colonial. C'est pourquoi la colonisation du Sénégal ne ressemble à aucune autre forme de colonisation en Afrique. D'où l'organisation administrative. Il y a un gouverneur à Saint-Louis. Il y a des commandants de SARIC. Il y a des chefs de division. Et l'ensemble du système administratif français est copié au Sénégal jusqu'à ce qu'y compris des institutions politiques avec la création en 1872 du premier conseil général hors de France créé au Sénégal. Conseil général qui était élu au suffrage universel par les citoyens des 4 communes, qui sera transformé en 1920 par le conseil colonial qui intégrera les chefs de canton et de province et qui résistera jusqu'à l'indépendance. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le projet colonial s'installe de manière tout à fait bien. L'organisation politique et sociopolitique surtout, avec l'effacement des aristocraties, on efface tous ceux qui résistent. Ils ont comme choix la mort ou l'exil. Et on met en place ce que Brévier le gouverneur général Brévier, le gouverneur général von Vollenhoven, le gouverneur général William Ponty ont appelé le chef de race. Après un long séjour au Sénégal, ils découvrent que la société sénégalaise, post-coloniale ou précoloniale, avait une forme d'organisation telle qu'on ne peut pas y faire n'importe quoi comme ailleurs. Il n'est pas question au Sénégal de nommer son cuisinier, son lapoteau ou son ancien combattant comme chef de canton ou de province. Parce que avant que ne vienne le système colonial, il y avait un système politique articulé sur un système social. Et William Ponty, à travers ses circulaires, Brévier, à travers ses circulaires, von Vollenhoven, à travers ses circulaires, ont conceptualisé ce que l'on retrouve dans le concept de chef de race. Au Sénégal, on ne choisit le chef que dans les familles habilitées à désigner un chef.
Partout ailleurs, on peut faire ce qu'on veut, mais ici, non. Et à ce moment-là, on crée, pour les préparer, l'école des fils de chef et des interprètes, qu'on a appelé l'école des otages, avant de l'appeler école des fils de chef et des interprètes, où l'on récupère les fils de ces chefs partis, tués même souvent, pour les former à retourner dans leur propre société pour faire accepter le système colonial. Ce sera le cas le plus patent, le plus réussi, c'est Bouna Ndiaye et le Jolof. Le jour de son installation à Yang Yang comme Bourba Jolof, le 18 août 1895, son père Albouri combattait le drapeau français au Soudan. Ça veut dire quoi? On avait suffisamment formaté le nouveau roi. Donc c'est les chefferies de canton et de province. Quelle forme maintenant de réaction face à cette menace, à la fois politique et culturelle? Les chefs religieux qui ont entre-temps grandi, parce que nous sommes 1890, ils sont nés depuis 40 ans. Ils ont appris, ils ont terminé leurs humanités, ils ont traversé le Sénégal de long en large. Ils ont appris le pays et ont surtout publié leurs ouvrages. Mme Chamad Bambara de Talano, comme Cheikh Seydi Hadji Malick, sur la sociologie du Sénégal. Le Kifayatul Raghibin de Cheikh Seydi Hadji Malick n'est pas un livre religieux. C'est vrai que tout ce qu'il écrit a une dimension religieuse, mais c'est surtout un livre de sociologie. Parce que, disait-il, pour transformer une société, il faut la connaître dans ses fondements. Si on ne la maîtrise pas dans ses relations intra et extra, on ne peut pas la transformer. Mme Chamad Bamba a fait exactement pareil dans le Baol. Ils avaient, ces gens, quand le projet colonial s'est installé, trois choix, pas plus. Le premier, c'est la résistance militaire sous forme de djihad. On reprend les armes, comme Cheikh Omar l'avait fait 1796-1864, comme Maba Diakhou l'a fait 1809-1867, comme Mamadou Lamine Dramé l'a fait 1840-1887. Mais très rapidement, l'un et l'autre sont convaincus que prendre les armes, c'est un suicide. Or, le suicide n'est pas révolutionnaire, quoi qu'on passe. Le suicide n'est pas révolutionnaire. La révolution, c'est la mise en place d'un système. La deuxième chose, comme cette forme de lutte était vouée à l'échec, c'est le deuxième choix, c'est le recyclage des marabouts dans ce que j'appelle les résidus de l'aristocratie reconvertis en chefferie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la collaboration avec le système colonial sans contestation. C'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba avait refusé quand on lui a proposé de prendre la place de son père mort comme cadi du Cayor. C'est ce que Cheikh Seydi Hadji Malick n'a jamais accepté, lui qui n'a pas d'ailleurs connu son père. Et le troisième choix, c'est la résistance passive et culturelle par l'islam confrérique, l'islam soufi. C'est le choix que l'un et l'autre ont fait de manière décisive en disant la bataille, elle est d'ordre moral et social. Il faut intégrer les âmes des citoyens sénégalais et laisser le corps au système colonial qui tôt ou tard sera terminé. Donc, sans toucher aux dogmes fondamentaux de la religion du Coran, ils procédèrent à la réorganisation systématique de la société sénégalaise par la domestication et la vivification de la Tidjaniya par l'un et par l'invention de la Mouridia par l'autre. Devant l'absence ou la défaillance des pouvoirs tchèddo, ils imprimèrent une démarche socio-religieuse qui constitue à ce jour l'un des traits caractéristiques de la société sénégalaise, l'organisation en confrérie. Ce nouveau type de leadership, à la fois religieuse et socio-culturelle, configure depuis la fin de la Première Guerre mondiale l'un des phénomènes majeurs de la société sénégalaise. Et il a contribué de manière objective, de manière systématique, à plusieurs réussites, dont la première, c'est l'unité nationale. On n'a pas encore suffisamment étudié le rôle des confréries dans l'unité nationale. En regroupant des Sénégalais venus de toutes les régions du Sénégal, de toutes les ethnies, de tous les groupements, tous les ans à Tivaouane ou à Touba ou ailleurs, les chefs confréries arrivent à sceller entre ces gens venus du nord, Alpulaar, du sud, Joola ou autre, du centre, Wolof, de l'est, Ulki,
à créer le ciment d'une unité autour d'un commun vouloir de vie commune. La deuxième chose, c'est la résistance culturelle. Personne n'aurait pu faire face à l'invasion culturelle du système colonial en dehors de l'organisation en conflit dans notre société. Si nous sommes restés ce que nous sommes en ayant traversé le système colonial le plus raffiné que la France a inventé, c'est parce que nous sommes adossés les uns et les autres pratiquement à des traditions d'un islam confrérique qui, sans rejeter l'autre, se prépare en carapace, à préparer une carapace de résistance culturelle. C'est la raison pour laquelle les premiers intellectuels sénégalais des 4 communes, singulièrement de Saint-Louis, ont été formatés à l'école coloniale sans rien perdre de leur âme. Le président Lamine Gueye, qui était l'un des produits les plus finis du système colonial, aimait à rappeler que entre les classes de l'école française et la Dara, il partageait la fréquentation de Seydi Aboubacar Sy, fils de Cheikh Seydi Hadji Malick, dans la même Dara. Et l'un de ses premiers postes d'ailleurs de travail, c'était interprète français, arabe, musulman au tribunal musulman de Saint-Louis, avant de devenir le brillant avocat qu'il fut. Enfin, troisième facteur plutôt, la préservation d'une forme de hiérarchie sociale nécessaire à toute société humaine. Les Français ont désarticulé la hiérarchie sociale par la liquidation de l'aristocratie et du soubassement relationnel avec les autres parties de la société et ont mis en place un nouveau système. Ce système est une véritable greffe et comme toutes les greffes sociales, elle ne porte pas. Il a fallu, pour réorganiser la société, dans un pays où la société avait déjà historiquement l'habitude de la hiérarchie. Parce qu'on y a trouvé un empire, le Jolof, du 13e au 16e. Des royaumes à partir du 15e jusqu'à la pénétration coloniale, où la hiérarchie était là, organisée. De la famille pratiquement au royaume. Les populations étaient demandeurs de leadership social et de leadership organique. C'est ce leadership que les fondateurs des grandes confréries ont récupéré après la défaite militaire des Tchèddo face à l'attaque frontale de la colonisation pour instaurer une véritable hiérarchie ordonnée, organisée, mais surtout assumée parce qu'acceptée par la société. Et je termine par le 4e facteur, la contribution intellectuelle endogène à la défense et illustration de la religion musulmane. Les confréries soufis du Sénégal ont, pour ceux qui savent, évidemment, je parle pour cela, apporté à l'islam, sur le plan intellectuel, dans la production, dans l'éducation, dans la formation, dans la diffusion, mais quelque chose d'inestimable. L'histoire retiendra tôt ou tard que si notre peuple n'a pas sombré totalement face à l'affrontement colonial, c'est parce que des carapaces, des barrières ont été érigées dans l'esprit, dans le cœur de notre société, qui ont fait que dans la mondialisation, nous demeurons, parce que nous demeurerons toujours, parce que nous sommes une société. Je vous remercie de votre attention.